recrudescence de la corruption au Burkina Faso depuis 2016. C'est le réseau national de lutte anticorruption qui le dit. Dans son rapport annuel 2017, le RENLAC dresse un tableau encore plus noir de la situation dans le pays. La communication de crise enseignée à des spécialistes du prompt secours, une initiative de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour les amener à transmettre de façon adéquate les informations aux médias et aux populations en période de crise. S'il était encore en vie, Nelson Mandela aurait eu 100 ans aujourd'hui. Diverses activités pour célébrer le Mandela Day ce 18 juillet. Exposition photographique en Grande-Bretagne, meeting géant en Afrique du Sud. Hommage est rendu comme chaque année aux héros de la lutte anti-apartheid. Bonsoir à toutes et à tous. La corruption va grandissante au Burkina Faso. Le RENLAC l'affirme sans faux fuyant au terme d'une année d'investigation 2017. L'année concernée par l'enquête a enregistré plus de cas de corruption que les années antérieures. Et il semble que certains services étatiques, la police municipale en l'occurrence, soient passés maîtres en la matière. Roméo Kweta. C'est ce qu'on appelle dans une course cycliste conserver le maillot jaune. La police municipale semble indétrônable dans le domaine de la corruption. En 2016 déjà, elle faisait la course en tête des services étatiques les plus corrompus au Burkina Faso, selon le rapport d'enquête du RENLAC, le réseau de lutte anticorruption. Dans le rapport 2017 qui vient de tomber, la police municipale n'a une fois de plus laissé aucune chance à ses concurrents. Elle garde la palme d'or des services perçus comme les plus corrompus du pays. Sur 258 contacts avec la police municipale, 240 cas ont fait l'objet de corruption, selon le rapport. Une situation illustrée par ce témoignage d'une victime. Une fois, la police municipale a confisqué ma moto sur l'avenue Charles de Gaulle pour non-respect de feu tricolore. Je devais payer la somme de 6 000 francs comme contravention. N'ayant pas la somme demandée, j'ai expliqué cela à un ami qui m'a conseillé de leur proposer discrètement la somme de 2 000 francs qu'ils vont me libérer. Je suis allé négocier avec celui qui m'a interpellé en lui expliquant que je n'avais que 2 000 francs en poche et que je demandais sa compréhension. Il m'a dit d'attendre un peu à l'écart et après quelques minutes, il m'a libéré après avoir encaissé les 2 000 francs. Tout juste derrière la police municipale, il y a les services de douane. Elle passe de la 3e à la 2e place. La DGTTM, la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, fait une entrée spectaculaire dans le top 3. Elle passe de la 8e à la 3e place. La police nationale passe quant à elle de la 9e à la 7e place et les impôts de la 7e à la 6e place. La corruption a augmenté au Burkina. Je pense que le message fort que nous avons envoyé, c'est que jusqu'à présent, on avait l'impression en 2015 et en 2016 que la corruption était en train de reculer dans notre pays. Malheureusement, il y a une inflexion en 2017 et la corruption est repartie à la hausse. Pour faire face à ce phénomène, le RENLAC invite l'État à poursuivre le renforcement de l'arsenal juridique de prévention et de répression de la corruption, à déclencher des procédures disciplinaires contre les agents sur lesquels pèsent des soupçons de corruption. C'est dans ce sens que l'organisation de lutte anticorruption salue le limogeage du directeur des ressources humaines de la CNSS, accusé de favoritisme suite au test de recrutement des agents de l'institution. Il faut noter que cette enquête a couvert les 13 chefs-lieux de région en plus de la ville de Puitenga. Elle s'est tenue du 2 au 16 novembre 2017 et a porté sur un échantillon de 2000 personnes âgées d'au moins 18 ans, dont 52% de femmes. C'est pour minimiser les risques de corruption que l'autorité de régulation de la commande publique travaille à l'amélioration continue de ses services. Les journées de la commande publique tenues du 12 au 14 juillet dernier à Bobo-Dioulasso s'inscrivaient dans ce cadre. Saïdatou Ouedraogo, Fatoumata Traoré, Arsène Konditambi. Au thème de ces 3 jours d'échanges, de réflexion et de propositions sur les rôles des secteurs publics, privés de la société civile dans la gestion efficace et efficiente de la commande publique, les participants sont parvenus à de nombreuses recommandations. Au titre de l'administration publique,
les participants recommandent plus de rigueur dans l'application des textes régissant la commande publique. Et ce, afin d'atteindre les résultats fixés par le Plan national de développement économique et social PNDS. De la synthèse des travaux qui a été faite, je retiens particulièrement 1. La nécessité d'appliquer les règles relatives au plan de charge et sensibiliser les autorités contractantes à l'utiliser dans l'évaluation des capacités des soumissionnaires avant l'attribution des marchés publics. 2. La nécessité de rendre opérationnelle la redevance de régulation et reverser la totalité des ressources à l'ARCOP. 3. La nécessité d'évaluer les maîtres d'ouvrage avant le renouvellement des agréments techniques. Concernant le secteur privé, il est attendu de lui plus d'éthique dans la réalisation de ses prestations. Au titre du secteur privé, il a été également relevé que le secteur privé doit faire preuve davantage d'éthique et de déontologie et de morale dans la commande publique afin justement d'éviter la mauvaise exécution, les mauvaises qualités dans les prestations. Mais aussi, le secteur privé doit être accompagné. Et c'est pour cela que les autorités contractantes doivent aussi garantir l'égalité d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des soumissionnaires, la liberté d'accès des prestataires à la commande publique. Quant à la société civile, il ressort qu'elle doit être plus active dans le contrôle et le suivi des marchés publics. Il a été demandé à l'ARCOP d'organiser davantage le cadre de rencontre qu'elle a avec la société civile afin justement de le transformer en un forum citoyen. De la même manière, il a été demandé de faire en sorte que la société civile puisse participer au niveau des travaux des commissions d'attribution des marchés publics. Au total, ce sont plus de 300 acteurs qui ont pris part à ces premières journées de la commande publique dans la capitale économique burkinabé. Bobo Dioulasso, où s'est tenue également samedi dernier l'Assemblée générale du Lien, entendait leadership, innovation et entrepreneuriat. Après 2 années de fonctionnement, il était de bon ton pour la structure de marquer une halte pour s'auto-évaluer. Arsène Konditambi. L'innovation et l'entrepreneuriat, ce sont là les éléments clés qui unissent les membres du Lien, leadership, innovation et entrepreneuriat. Une jeune organisation qui voit les choses en grand et veut apporter sa pierre à la construction du Burkina Faso. Ce 14 juillet, les membres du Lien sont à Bobo Dioulasso pour faire le bilan de 2 années d'activité. Pour Roulanso, le président, le bilan est plus que satisfaisant. Les visites aux autorités, son Excellence le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale, paix à son âme, le président de la Chambre de commerce, le maire de la ville de Ouagadougou, divers dons destinés aux orphelinats et personnes démunies dans le cadre de son volet bien-être social. Plusieurs de nos membres ont été décorés et prouvent aussi la reconnaissance de la nation au travail bien fait des membres du Lien. En outre, le Lien a participé à la rencontre du gouvernement secteur privé qui s'était déroulée à Bobo Dioulasso. On a participé à plusieurs tables rondes organisées par l'Union africaine, par la Banque mondiale, par les entreprises locales. Entre le Lien et la ville de Bobo Dioulasso, c'est une histoire d'amour, car c'est là qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux il y a 2 années de cela. Un lien que le maire de la ville de Sia appelle à renforcer par des investissements. La capitale économique du Burkina Faso, elle est un chantier. À la reconquête véritable de ce titre de capitale économique, le potentiel est bien sûr là. La volonté politique également et les opportunités. La balle, j'allais dire, est donc dans votre camp, cher opérateur économique. Venez donc à Bobo Dioulasso. Venez investir à Bobo Dioulasso. Bobo vous ouvre grandement ses portes. Dans l'après-midi de ce 14 juillet, le Lien est allé apporter du réconfort à SOS Village d'enfants de Bobo Dioulasso. Conformément à son volet bien-être social, un lot de vivres et de l'argent liquide d'un coût global de 2 millions de francs CFA ont été remis à cet orphelinat. Nous sommes vraiment contents et satisfaits de ce don-là. Ça
ça va vraiment nous aider et nous galvaniser dans notre travail. Et ça va nous permettre également d'aider davantage ces enfants-là. On va vraiment utiliser ces dons-là vraiment pour accompagner les enfants, pour encore améliorer la qualité alimentaire, hygiénique des enfants. Le lien est aujourd'hui composé de 52 membres, tous chefs d'entreprise. Cette assemblée générale est également le cadre pour ces jeunes patrons d'adopter leur plan stratégique de développement qui va guider leurs actions sur la période 2018-2021. Un incubateur pépinière et hôtel d'entreprise pour le secteur agroalimentaire burkinabé. Dans 10 mois, le projet en gestation depuis 2014 devrait être une réalité. Avec la pose hier à Ouagadougou de la première pierre de construction des infrastructures, on peut dire qu'il a commencé à prendre forme. Rémi Lambert-Nigui. Ce terrain de plus de 3 hectares sera bientôt le berceau des futurs leaders du secteur privé burkinabé. C'est ici, dans la zone industrielle de Kosodo, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, que le projet d'incubateur de pépinière et d'hôtel d'entreprise a décidé de bâtir ces infrastructures. La première pierre posée ce 17 juillet devra se transformer au bout de 10 mois à un local adéquat pour abriter ses premiers pensionnaires. L'idée qui est derrière cela, c'est de permettre à des gens qui ont un document sur papier d'avoir un local, un endroit pour travailler, pour le mettre en œuvre, pour effectivement donc le démarrer et après passer effectivement donc avec leurs propres moyens arrière effectivement pour continuer leur idée. Donc c'est un endroit effectivement donc que le ministère, à travers l'agence pour le financement des PME, met à la disposition en tout cas donc de jeunes entrepreneurs. Il faut noter que déjà avant même que les travaux ne démarrent, nous avons déjà pris les dispositions pour louer un bâtiment où il y a au moins une vingtaine d'incubés qui sont en train d'être accompagnés en ce moment. Ce qui va nous permettre donc, dès qu'on finit ici, d'aller à une échelle plus grande parce que comme vous avez remarqué, nous allons pouvoir avoir effectivement une centaine de personnes que nous allons accompagner ici en termes d'incubation. La politique du gouvernement de favoriser l'émergence d'entreprises modernes et compétitives se concrétise progressivement et ce projet d'incubateur de pépinière et d'hôtel d'entreprise s'inscrit en droite ligne avec les projections du plan national de développement économique et social qui place en avant la transformation des produits locaux. À ce niveau aujourd'hui là, et si vous suivez un peu la conférence donc, qui a eu lieu sur la mise en œuvre du PNDS, on est revenu donc sur la transformation agro-silvopastorale. Donc nous pensons que ce axe-là est l'axe effectivement qu'il faut pour à la fois transformer nos matières premières et travailler effectivement donc, à l'exploitation. Comme ça, on est dans une approche filière, production, transformation et commercialisation. Au regard de l'importance du projet pour le gouvernement, le ministre en charge de l'industrie insiste sur la qualité des infrastructures qui seront livrées. Nous démarrons effectivement donc le processus, le chantier, avec, j'allais dire, l'ensemble donc des structures nécessaires qui doivent intervenir dans un projet. Et au niveau donc, du ministère, il y a une équipe projet. Il y a un coordonnateur effectivement du projet avec une équipe effectivement qui suit régulièrement, qui vont être régulièrement présents effectivement donc lors des réunions de chantier et nous allons pouvoir apprécier au fur et à mesure en tout cas l'évolution donc des travaux. Si à un moment donné on constate que les choses ne vont pas bien, il faut effectivement donc avoir le courage d'arrêter et de passer certainement donc à autre chose. Donc je pense que l'ensemble des outils qui nous ont et que nous permettent en tout cas donc d'agir à travers donc, les clauses du contrat, nous allons les exploiter au fur et à mesure pour à la fois faire respecter les délais, mais aussi pour que les ouvrages effectivement donc, soient donc, de bonne qualité. La réalisation de la première phase du projet est estimée à 1,4 milliard de francs CFA et est financièrement et techniquement soutenue par la Banque africaine de développement et l'Organisation internationale de la francophonie. 5 jours pour apprendre à transmettre du mieux possible les informations aux populations via les médias en période de troubles. 18 acteurs et spécialistes du secours d'urgence et de la gestion de crise prennent part à la session de formation initiée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et ses partenaires de la coopération française. Samira Samandoulgou a assisté ce lundi à l'ouverture des travaux. Son reportage avec la voix de Sandrine Zougouri. Des attaques terroristes à répétition, des populations qui attendent beaucoup des médias en termes d'information, des médias à leur tour suspendus aux lèvres des forces de défense et de sécurité. Cette chaîne d'information entre journalistes et forces de l'ordre est très souvent rompue, ce qui crée des mésententes entre les deux camps.
C'est pour éviter ces désagréments que ces 18 acteurs et spécialistes du prompt secours et gestionnaires de crise s'outillent sur les stratégies de communication en termes de crise. C'est un cours de dialogue et d'échange. Alors le dialogue et les échanges, il va porter sur des exemples de crises vécues, d'interrogations qu'il peut y avoir, des questions encore qui restent sans vraiment de réponse, et puis d'aborder de réponses aussi communes en termes de manière de communiquer, de construire la communication, aussi la relation vis-à-vis des journalistes, quelles sont les attentes des journalistes en matière d'information, de communication. C'est important qu'il y ait aussi une compréhension mutuelle entre ceux qui gèrent l'urgence et ceux qui relayent l'information, à savoir tous les médias. Ce renforcement de capacités communicationnelles est apprécié par les participants issus des différents corps de l'armée burkinabé. Au thème des 5 jours de formation, ils espèrent améliorer la qualité des relations entre forces de défense et population. Parce que généralement nous travaillons pour la population, pour les protéger, assurer la protection de leurs biens également. Donc il faut communiquer, il faut leur dire ce qui se passe, il faut leur dire, leur donner des conseils, leur dire si la crise va perdurer, les mesures à prendre immédiatement et aussi à long terme, et donc les sensibiliser d'une manière générale. Donc il est important de pouvoir communiquer et donc apprendre. Ce cours de communication de crise est organisé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la coopération française à travers le programme d'appui à la protection civile en Afrique. La communication de crise est un ensemble de dispositifs, de techniques et d'actions de communication entreprises pour lutter contre les effets d'un événement pouvant avoir des effets négatifs sur une organisation. Fin ce 17 juillet à Léo du premier conseil d'administration 2018 du secteur ministériel des Affaires étrangères et de la coopération. Le choix de Léo pour la tenue de ce CASEM n'est pas fortuit. Alpha Barry et ses collaborateurs sont engagés dans la diplomatie et la coopération décentralisée. Roméo Koita. La rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan et la reprise avec la Chine populaire est certainement l'un des gros coups diplomatiques du ministère des Affaires étrangères burkinabé durant ce dernier semestre. Avec Pékin, la formalisation des relations se sont d'ailleurs accélérées à travers l'ouverture officielle la semaine dernière de l'ambassade de l'Empire Céleste au Burkina Faso. À l'heure du bilan au département de la diplomatie burkinabé, c'est logiquement que la question s'est invitée aux échanges. C'était au cours de son CASEM, le conseil d'administration du secteur ministériel tenu à Léo du 16 au 17 juillet. Je pense qu'on est allé dans le sens de l'histoire et aujourd'hui, le rythme des reprises de la coopération entre nos deux pays nous donne entièrement satisfaction et nous donne aussi raison qu'on a bien fait d'aller du côté de l'histoire, du côté de la majorité, du côté de la Grande Chine. Au-delà de l'épisode chinois, toutes les grandes actions du ministère durant l'année 2018 ont été passées en revue. Notamment la tenue de la commission mixte de coopération avec l'Inde, la visite de l'émir du Qatar, la conférence des ambassadeurs et la tenue du Forum national de la diaspora. Mais il n'y a pas que ces événements. Le MCA qui est assez important parce que c'est rare qu'un pays puisse obtenir le MCA 2 fois. Et le Burkina l'a quand même obtenu et c'est une victoire donc de la diplomatie burkinabé. Également, vous avez au niveau sous-régional comment le Burkina arrive à trouver sa place au niveau du G5 et de beaucoup d'autres instances. Le bilan est très positif. Ce CASEM fait aussi la part belle à la coopération décentralisée, d'où le thème diplomatie et coopération décentralisée. Pour Alpha Barry, il s'agit de montrer l'importance accordée par son département au développement à la base à travers les collectivités territoriales. La prochaine grande mission du ministère est la préparation du 7e sommet de traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire et du dialogue politique avec l'Union européenne. Le dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne, 12e du genre, aura lieu demain jeudi
À Ouagadougou, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, 7e édition, c'est pour la fin de ce mois à Yamoussoukro. Le TAC 2018 qui aura à son cœur des questions liées aux infrastructures, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou en particulier. Le comité de suivi du projet dans sa section Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, était en conclave ce matin à Ouagadougou. Madina Sino. Le comité de suivi des études de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, section Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière Côte d'Ivoire, en conclave ici à Ouagadougou. Après l'aboutissement du projet d'étude du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, il s'agit pour ces hommes et femmes de déterminer les voies et moyens pour une effectivité de celui du tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière Côte d'Ivoire. Nous sommes là, déjà on parle du tronçon Bobo-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, dont nous ne disposons pas pour le moment d'études. Et justement, la Convention a pour objet de recruter un consultant pour réaliser les études, pour nous permettre par la suite de faire les travaux. Globalement, selon le comité de suivi du projet d'études, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant en ce qui concerne la partie burkinabé. Les entreprises étrangères auraient même déjà manifesté leurs intérêts. Alors, si vous parlez du projet dans son ensemble, qui part de Ouaga jusqu'à la frontière, pour ce qui concerne la partie en territoire burkinabé, le premier tronçon qui part de Ouaga jusqu'à Bobo-Dioulasso, nous avons les études qui sont terminées. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec des partenaires chinois qui se sont manifestés intéressés par le projet. Et je crois que les discussions vont bon train. Et nous espérons que d'ici là, il y aura du concret. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou est un projet d'une grande importance pour l'intégration sous-régionale. Il est d'ailleurs régulièrement au centre des discussions lors des différentes sessions du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. On parle de la justice à présent avec le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 qui se poursuit avec l'interrogatoire des accusés. Le point sur l'audience de ce mercredi avec Luc Pagbelgem. Le soldat Sédou Soulaman serait-il un soldat dangereux ou poisseux? À l'écouter à la barre dans le cadre du procès du coup d'État de septembre 2015, il serait les deux selon l'analyse qu'on peut se faire de sa version des faits. S'il est présenté comme un soldat de deuxième classe du RSP, engagé en 2014 et radié en 2015, condamné à 10 ans de prison ferme dans l'attaque de Yimdi, il est poursuivi dans le cadre de ce procès pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coup et blessure volontaires. Il peut être considéré comme dangereux parce qu'il est accusé dans 3 événements majeurs, le coup d'État de septembre 2015, l'attaque de la poudrière de Yimdi et l'attaque du pont Nazino. Pour ces 3 affaires, l'accusé se présente pourtant comme une victime. Pour le push manqué, lui Soulaman était de repos et c'est sur appel du sergent-chef Koussoubé qu'il a rejoint le camp autour de 18 h où on lui dira que le quartier est consigné et de rester aux ordres de leurs supérieurs. Après, il n'est sorti qu'avec le sergent-chef Zerbo pour des missions en ville comme au studio à Bazon et aussi à Zorgo. Le parquet pense que l'accusé n'est pas fidèle à sa déposition. Or, ce dernier demande qu'on le juge sur sa version des faits et non sur celle des autres. Le procès dans son déroulement jusqu'à la fin nous permettra clairement de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que moi je pense qu'effectivement, dans cette affaire, des gens ont agi, mais que d'autres étaient aussi à la manette. Certains étaient de bonne foi, d'autres moins. Certains ont agi en connaissance de cause, d'autres peut-être moins, mais toujours est-il qu'il y avait des gens quelque part qui savaient ce qui se passait exactement et qui, de mon point de vue, faisaient faire des choses à d'autres personnes qui, de bonne, de mauvaise foi, en toute connaissance de cause ou pas, ont agi. Mais c'est ça la loi, elle est dure. Quand on a posé des actes, il faut en assumer les conséquences. Le soldat Soulaman n'a pas manqué de clamer son innocence. Il rejette la faute à l'armée qui l'a affecté au RSP. Au RSP aussi, eux les jeunes, ils subissaient régulièrement des rassemblées, même étant au repos. L'accusé qui avait fait 2 mois de prison au camp et 1 mois de garde parce qu'ayant cherché avec 2 autres de sa classe à comprendre une situation, il se demande ce qui lui serait advenu s'il refusait l'exécution d'un ordre. Alors, coupable ou victime dans ce procès, les avis divergent. Tant qu'en tout cas, il n'y a pas un jugement définitif rendu sur toutes ces affaires, juridiquement parlant, il faut dire qu'il bénéficie toujours de la présomption d'innocence parce qu'on ne sait pas dans quel sens donc, les tribunaux saisis vont statuer. Donc, il faut faire très attention.
C'est vrai qu'une personne peut être impliquée dans plusieurs affaires, mais tant qu'il n'y a pas encore de jugement, il faut faire attention quant à sa culpabilité. On peut toujours le relaxer, le condamner. Donc, il faut faire très attention. Selon ses dépositions devant le juge d'instruction et selon un témoin agressé à qui une tablette a été retirée, l'accusé n'est pas neutre dans l'affaire. Cette victime continuait à recevoir des photos sur son compte Gmail, photos prises par le soldat Soulama en Côte d'Ivoire pendant son exil. Le soldat Soulama dit être dans l'impasse, condamné dans le procès Nimdi, poursuivi et entendu dans le cadre de ce procès et bientôt jugé dans l'attaque du pont Nazinon. Il demande de l'aide. Il a fait les frais de la justice sud-africaine au temps fort de l'apartheid, mais il a su prouver au monde entier qu'une autre vie est possible après la prison. 27 ans de détention et au bout une reconnaissance mondiale. Ce 18 juillet est célébré le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et pour rendre un hommage mérité au premier président noir sud-africain, il n'y avait pas mieux que le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Il était l'invité de prestige des cérémonies marquant le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Et le moins que l'on puisse dire est que Barack Obama suscite toujours autant d'admiration comme le montre son accueil grandiose dans un stade de Johannesburg. L'ancien président américain a ensuite prononcé un discours très critique envers la nouvelle politique mondiale. Je ne suis pas alarmiste, je parle simplement des faits. Regardez autour de vous. Les politiques des plus forts sont soudainement ascendantes, par lesquelles les élections et certains prétextes de la démocratie sont maintenus, la forme de celle-ci. Mais ceux au pouvoir cherchent à saper toute institution ou norme qui donne sens à la démocratie. Obama a également rappelé l'importance de certaines valeurs comme l'égalité et l'amour. L'amour vient plus naturellement au cœur humain. Souvenez-vous de cette vérité. Voyons-la comme notre étoile du Nord. Soyons joyeux dans notre lutte pour que cette vérité se manifeste ici-bas. Pour que dans 100 ans, les générations futures disent « Ils ont maintenu la marche ». C'est pourquoi nous vivons sous de nouvelles bannières de la liberté. Merci beaucoup, l'Afrique du Sud. Sans doute le meilleur hommage à Nelson Mandela qui a incarné et continue d'incarner le combat pour la liberté et contre les inégalités, ce qui lui vaut l'admiration de Barack Obama et de bien d'autres. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée chaque année depuis 2009 pour, entre autres, attirer l'attention de l'opinion sur la nécessité de changer son regard sur la réalité du monde carcéral. Le Burkina Faso ne reste pas en marge de cette célébration. Une cérémonie a été organisée ce mercredi à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo sous le thème « Enfants en contact avec la prison, quelle stratégie pour une meilleure prise en charge ?» Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Battu si dur pour te remettre debout, ne retourne jamais vers ceux qui t'ont mis à terre. C'est cette belle pensée de Nelson Mandela. Je vous dis merci et à demain.